Avez-vous des questions, Monsieur Reza? Monsieur Lucas, vous avez dit tout à l'heure que vous avez racheté Knoll 2 ans après votre premier achat. Comment est-ce que les gens autour de vous, et je pense notamment aux banquiers, ont pris la chose? Pour l'instant, c'est vrai que j'ai des partenaires qui me suivent depuis le début. Un petit changement ces derniers temps. Je trouve un petit peu moins de suivi. Bon, j'ai repris des entreprises avec de fortes rentabilités, ce qui m'a permis quand même d'avoir un bon levier pour démontage LBO. Donc j'ai une holding financière qui a fait les deux acquisitions. Là, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que de présenter un dossier aux banques avec déjà un vécu, avec une rentabilité déjà connue, ça permet de présenter des dossiers quand même relativement propres. Ça, c'est clair. Et en interne, donc les salariés de TIMT, vous leur avez annoncé 2 ans après la première reprise que vous reprenez. Comment s'est passé la communication? Comment est-ce que vous avez communiqué vis-à-vis de l'effectif de TIMT et vis-à-vis de Knoll Industries? Moi, je communique beaucoup. Donc j'ai à plusieurs niveaux, dirons-nous, à plusieurs niveaux. Donc j'ai deux directeurs d'exploitation avec qui j'associe tous mes projets. Donc ils sont au courant bien à l'avance des projets que j'ai en tête. Après, à différents niveaux, je décline les informations. Mais pour revenir par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette équipe autonome que j'avais à la TIMT, après avoir acquis la Knoll, et puis ils m'ont vu disparaître quand même minimum 2 jours par semaine, je les ai remerciés par rapport à ça. Parce que c'est eux, à tout niveau, c'est pas que le directeur, c'est aussi l'autre personnel. Moi, je les ai remerciés, je les ai communiqué par rapport à ça, pour leur dire, on continue, vous avez des nouveaux collègues, tous les 2 fois par an, je fais toujours un pot Noël et avant le départ en vacances, et je les fais se rencontrer aussi, très régulièrement. Est-ce que l'opération de rachat, vous l'avez gardée secrète vis-à-vis de votre personnel? Ah non, pas du tout. Non, je l'ai décliné au bon moment, évidemment, par rapport... Une fois que c'est terminé, une fois que les procédures... Non, j'ai d'autres projets en tête à ce jour, et sur ces 2 autres projets que j'ai, je ne peux pas en parler plus maintenant, mes 2 directeurs sont au courant de ce que je suis en train de faire. Donc, bon, pour les autres, on ne décline pas toute l'information à tout niveau de hiérarchie. Tout à fait. D'autres questions? Oui, ma question s'adresse à vous 2, messieurs. Il n'y a pas forcément de complémentarité dans les activités que vous choisissez en fait de racheter? Moi, personnellement, c'est une complémentarité complète. 100%. Oui, 100%. Mais vous, non. Alors, je voulais savoir... en fait, aujourd'hui, moi, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle donc Terpan, Laboratoire Terpan, qui est une société qui intervient dans tout ce qui est produits d'hygiène et de prévention, avec une clientèle assez particulière, qui consiste en tout ce qui est collectivité, mairie, etc., plus de la clientèle industrielle. Et puis le rachat en avril 2013 d'une société qui s'appelle Au Fil du Soin, qui est une... Alors, schématiquement, Terpan fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au Fil du Soin fait autour de 700 000 euros de chiffre d'affaires, donc l'ensemble 3,7 millions, avec des complémentarités, des synergies à la fois produits, clients et équipe humaine, puisque comme je l'ai expliqué, aujourd'hui Au Fil du Soin est géré pratiquement par les collaborateurs de Terpan. Les 2 sociétés réunies, c'est 10 personnes, et avec 10 personnes, on fait 3,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, et comme je le disais à notre voisin de la Banque de France, sur Terpan, on est coté G3++, ce qui est plutôt rassurant pour ces messieurs, dames, les banquiers. Voilà, donc les synergies entre les 2, elles existent, puisqu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de développer... Alors d'abord, la synergie, elle existe au niveau humain. Je n'ai décidé de reprendre la société Au Fil du Soin qu'après en avoir parlé à une de mes collaboratrices, dont je voyais la flamme dans l'œil s'étioler. Un soir, j'ai eu une discussion avec elle en lui disant, écoutez, elle travaillait à 4/5 de son temps. J'ai dit, j'ai un projet, mais je ne le ferai que si vous me donnez votre accord. Donc elle m'a demandé en quoi ça consistait. Sous le sceau du secret, je lui ai raconté de quoi il s'agissait. Et elle m'a dit, je suis partante, mais il me manque des choses. Il y a des choses que je ne sais pas faire.
des choses que je n'ai pas apprises. C'était une fille qui s'occupait de tout ce qui était comptabilité client-fournisseur, relance client pour les impayés, et elle faisait ça très très bien, plus les appels d'offres, etc. Et aujourd'hui, cette personne s'occupe de A à Z de la gestion opérationnelle de l'affaire au fil du soin. Je ne m'en occupe pas. Donc ça, c'est formidable. J'avais une comptable comme notre amie qui travaillait à mi-temps. Il a fallu un peu de temps en plus, donc elle m'a dit moi je passe à 2/3 de temps, ça me va bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec une comptable à 2/3 de temps, plus une collaboratrice qui auparavant s'occupait de la comptabilité, qui maintenant s'occupe à plein temps de la gestion opérationnelle de la société au fil du soin, et avec ces 10 personnes en personne physique, mais en équivalent temps plein, c'est moins de 10. On arrive à faire tourner les deux sociétés, donc les synergies sont à plein. Et maintenant, ce qui va se passer et qui commence à se passer, ce sont des produits de la gamme Terpan qui vont être diffusés chez les clients d'au fil du soin et réciproquement. Merci. Monsieur Cherlenex. Oui, nous avons face à nous manifestement deux chefs d'entreprise, deux profils de chefs d'entreprise, et on oppose généralement les chefs d'entreprise et les salariés de manière artificielle et extérieure. Quel est votre discours sur les salariés? Et peut-être, ça c'est plus difficile, quel est le discours des salariés sur vous? Peut-être que certains salariés peuvent s'exprimer. Est-ce que ma question est claire? Bon, je reviens, je dialogue beaucoup avec eux. J'ai un bon retour, je ressens. Et puis la partie humaine aussi, pour montrer un petit peu que je les intègre et que je les intéresse un petit peu à ce que je fais. C'est qu'en plus, j'ai mis en place des éléments sociaux qui étaient inexistants dans l'entreprise. Donc j'ai signé un contrat d'intéressement avec eux. Aucune obligation de ma part. Donc nous avons signé un contrat d'intéressement et j'ai mis en place pour des petites entreprises comme les miennes une complémentaire santé. Donc j'essaye d'amener au maximum des échanges humains et leur montrer l'intérêt que tout le monde est dans la même boutique, quoi. Tout le monde est dans la même boutique. Mais bon, moi personnellement, je pense que j'ai un bon retour. Pour ma part, avec l'expérience que j'ai de la reprise dans des univers différents, toujours avec le même train de fond, si je puis dire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, je considère que c'est on gagne ensemble ou on perd ensemble, on ne peut pas gagner tout seul, et que par conséquent, si l'entreprise gagne, le minimum, si je puis dire, c'est de faire un retour de ces gains. Donc moi, j'ai mis en place dans mon entreprise Terpan un contrat d'intéressement. Le contrat d'intéressement, lorsque l'année se passe bien, ça peut représenter jusqu'à 21% du salaire brut annuel du collaborateur, de chacun des collaborateurs. Donc c'est plutôt conséquent. Plus des primes exceptionnelles que j'octroie sur lesquelles j'accepte de payer des charges parce que je préfère payer des charges et donner une prime à un collaborateur que de payer de l'IS. Je ne devrais pas parler comme ça, mais c'est comme ça que je le dis. Voilà. Et puis... encore une fois, je le dis parce que c'est la stricte vérité, on ne gagne pas tout seul. On gagne avec une équipe ou on perd avec une équipe. Quand on perd, faut que les gens que les collaborateurs soient suffisamment responsabilisés, impliqués dans le processus pour comprendre pourquoi on a perdu et qu'est-ce qu'on fait la fois d'après pour ne pas perdre. Quand j'analyse un petit peu avec un peu de recul depuis la reprise de Terpan en janvier 2009, sur 2009, 2010, 2011, j'ai fait beaucoup d'opérationnels, j'en fais de moins en moins, ce qui me permet aujourd'hui de me consacrer plus au développement, à la stratégie, etc. Autre chose aussi qui est importante, c'est de mettre un petit peu l'entreprise en perspective vis-à-vis de l'équipe et vis-à-vis des collaborateurs. Entre l'instant où, lorsque j'ai repris Terpan et maintenant, nous avons travaillé sur les prix de revient au niveau de l'entreprise. Tous mes collaborateurs connaissent le point mort. Ils savent tous à quel niveau de chiffre d'affaires mensuel se situe le point mort. Donc, lorsqu'il y a des mois où on n'est pas au point mort, je vois les têtes s'allonger un peu. 3 de mes collaborateurs savent calculer les prix de revient avec des outils qu'on a mis en place et qui sont absolument indispensables dans les TPE, PME. Et puis, nous avons fait un travail de fond qui a commencé en janvier 2011 et qui a vu la mise en place
février 2012, nous avons mis en place dans notre entreprise, comme je vous l'ai dit, de 10 personnes, un ERP. Donc aujourd'hui, l'ERP, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'entreprise et ça structure fondamentalement le fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Et puis, dernier point, ce mois-ci, normalement, nous devrions déménager et aller occuper un nouveau bâtiment sur Galardon. Eh bien, félicitations. D'autres questions derrière? Oui, c'est juste un témoignage par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc Loïc Bréhul-Laurillard, j'ai fait un certain nombre d'opérations de croissance externe dans ces dernières années et je voulais attirer l'attention. Alors c'était des croissances peut-être un petit peu plus importantes, mais sur les écueils possibles. Et l'expérience m'a montré ces dernières années que les éléments, à la limite, qu'on met en avant en termes de risques, les synergies, les aspects fiscaux, sociaux, etc., ça avait été pour moi secondaire. Le plus important dans les reprises d'entreprises sur lesquelles j'ai pu opérer, ça a été finalement les contraintes culturelles. L'aspect culturel dans la reprise des entreprises. C'est pas évident dans un premier temps. Quand on fait un audit, il n'y a rien d'écrit là-dessus. Il y a des comptes, il y a les aspects sociaux, il y a la fiscalité, etc. Il n'y a rien d'écrit sur le culturel. Et quand vous reprenez une entreprise qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et que vous voulez faire travailler ensemble des équipes, le plus gros écueil, il est là. Vous pouvez avoir des grandes compétences dans les deux entreprises et finalement, on va mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour faire travailler les gens ensemble. Ça, c'est uniquement l'expérience que je voulais vous citer. C'est un élément pour moi fondamental dans la reprise d'entreprise, l'élément, je dirais, la culture de l'entreprise qu'il faut intégrer et accepter. Merci. D'autres pour monsieur? Oui. Je tiens d'abord à remercier les 3 intervenants. Je pense que j'ai une question qui pourrait aussi intéresser Alain Claude, en particulier, je pense, monsieur Raza. Je pense que vous avez tous les 3, une expérience sur les reprises d'entreprise. Mais il y a un élément sur lequel vous n'êtes pas intervenu, sur lequel j'aimerais bien. Alors, je sais très bien que vous allez me dire c'est du cas par cas, mais je pense qu'on peut aussi avoir un élément d'intervalle. C'est-à-dire que sur la notion de valeur. Aujourd'hui, il se dit beaucoup de choses sur la notion de valeur des entreprises que vous rachetez. Il y en a qui nous disent que c'est lié au chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est lié à l'expérience, c'est lié à beaucoup de choses. Mais comment est-ce qu'on s'organise dans ces cas-là? Comment on estime, comment on valorise le coût qu'on va mettre dans le rachat d'entreprise? Dans une entreprise, oui. Eh ben, c'est M. Raza qui peut répondre à cette question. Excellente question. Parce que évidemment, c'est souvent un des éléments qui fait achoper les transactions. Alors comment est-ce qu'on valorise une entreprise? Finalement, les principes sont assez simples. Grosso modo, vous avez 2, 3 méthodes. La première s'appelle la méthode patrimoniale. On a un actif, on a un passif. On regarde la différence. On rajoute quelques plus-values s'il y en a sur du matériel, par exemple. La deuxième, c'est la méthode du rendement. Et ça, c'est assez facile à comprendre. On dit qu'un actif, c'est-à-dire une entreprise, quelle qu'elle soit, sa valeur dépend de sa capacité bénéficiaire future. Voilà, ça c'est le principe, c'est facile à comprendre. C'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, parce que quand vous parlez de capacité bénéficiaire, vous parlez de quoi? Est-ce que c'est le résultat net? Est-ce que c'est le résultat d'exploitation? Est-ce que c'est le résultat courant? Est-ce que c'est l'excédent brut d'exploitation? Est-ce que c'est la capacité d'autofinancement? Donc vous avez plein d'indicateurs de rentabilité. Et puis une fois que vous avez, si vous avez défini ces indicateurs de rentabilité, après, il faut dire que cet indicateur, c'est un indicateur futur. Et là, bien entendu, vous avez encore beaucoup moins d'éléments pour le déterminer. Puisque ce que vous pouvez regarder quand vous analysez un dossier, c'est le passé. Le passé est une chose, mais le passé n'est en rien prédictif de l'avenir. Donc c'est là que les choses se compliquent, puisque dans une discussion, en général, sur une valorisation, le cédant, lui, vend un passé, et le repreneur, lui, achète un avenir. Donc ils ne regardent pas dans le même sens.
Voilà. D'où les négociations. D'où les négociations, oui, tout à fait. Donc nous, ce qu'on essaye de... Comment est-ce qu'on fait pour réconcilier ces écarts? Alors d'abord, il faut prendre conscience de l'importance de ce sujet, puisque je vous parlais tout à l'heure du baromètre de la transmission en France, des PME en France. Aujourd'hui, c'est un marché qui est plutôt en ralentissement sur ces 2 dernières années, c'est-à-dire qu'on assiste, pour faire court, hein, pour vous donner un élément, on assiste depuis 2004 à une augmentation assez importante de l'âge moyen des dirigeants d'entreprise. Et un des facteurs, c'est que les entreprises se transmettent de plus en plus tard. Et un des facteurs explicatifs, c'est le prix excessif souhaité par le cédant. C'est-à-dire qu'il met un certain temps, et ça on le voit très très régulièrement dans les opérations. Au départ, lorsque un cédant souhaite céder son entreprise, il fait une évaluation, il interroge Pierre, Paul, Jacques, il essaie de se faire une idée de son entreprise, puis en général il prend l'avis le plus élevé, celui qui va le plus dans son intérêt, et puis il commence à chercher des acquéreurs, puis les acquéreurs, bon, il en voit 1, 2, 3, 10, 20, et puis s'il a des propositions, il s'aperçoit en général que les propositions sont assez éloignées de l'objectif qui s'était fixé au départ. Et tout ça, souvent, prend du temps. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Pour la petite histoire, le premier prospect que j'ai vu lorsque j'ai racheté mon cabinet, en 2004, il avait été vu en 2004 par un des collaborateurs du cabinet. Moi, je l'ai revu en 2005. Il me disait, moi, je veux absolument vendre parce que, d'abord, je pars à la retraite. En 2005, hein, il partait à la retraite. Ensuite, parce que j'ai un problème de santé. Et puis, bon, je l'ai revu 2-3 années après. Puis, je me suis dit, il n'est pas prêt, on va le laisser mûrir. Eh bien, il a mûri l'année dernière, au mois de novembre. Alors, c'est pas moi qui ai fait la transaction, mais c'est pour vous, parce que je me suis lassé. Hein. Mais bon, il a atterri. Alors, je ne sais pas à quel prix il a atterri, mais en tout cas, moi, quand je l'avais vu en 2005, j'avais fait une évaluation de son entreprise. Moi, je disais 100, lui disait 200. Bon, j'ai dit, ce ne sera pas avec moi, parce que 200, moi, je ne vous accompagne pas sur cet objectif-là. Donc, c'est pour vous donner un élément. Voilà, c'est un élément fondamental. Il y a, dans une discussion avec un cédant, c'est toujours cet élément-là qui est présent, c'est qu'il a très souvent une survalorisation manifeste de son entreprise. Donc voilà, après, on a aussi, je pourrais aussi parler d'acquéreurs qui sous-estiment manifestement aussi les entreprises ciblées, qui n'arrivent pas en général non plus à leur fin, à moins de s'ajuster. C'est ce qu'on appelle un marché, c'est le marché de la cession d'entreprise. C'est aussi pour ça qu'il y a des experts sur ce marché, donc qu'on existe, donc tant mieux que ce soit comme ça, tant mieux que ce soit difficile, sinon on n'aurait pas besoin d'experts. Est-ce que la surévaluation des vendeurs de leur entreprise et puis leur départ tardif de l'entreprise, c'est-à-dire âgé, peut expliquer aussi l'envie de ces gens-là de se faire une petite retraite après l'entreprise? Est-ce que ça peut expliquer le fait qu'ils demandent une forte valeur? Bien sûr, il y a plein de facteurs qui expliquent qu'il y a une survalorisation excessive et manifeste de la part des cédants. C'est souvent des éléments psychologiques. Le prix, il y a aussi une difficulté, c'est ce que disait monsieur, je reprends l'expression de monsieur Yaoui, une cession d'entreprise, c'est 80% de psychologique, 20% de technique. C'est tout à fait vrai. Et souvent, lorsqu'un cédant s'accroche à un prix qu'il sait manifestement excessif, parce qu'on le lui démontre par des éléments rationnels, il s'y accroche parce qu'il n'a pas envie de vendre. Parce que finalement, il se dit, voilà, cette page va être lourde à tourner pour moi dans ma vie et que je n'ai pas envie de changer. Voilà, j'ai tout simplement pas envie de changer parce que, imaginez, la plupart des chefs d'entreprise, vous en êtes, ils sont au bureau à 7h, 7h30 le matin, ils quittent vers 20h, 21h, ils travaillent le samedi, le dimanche, ils sont en vacances du 14 août au soir au 15 au matin. Et voilà. Et puis à un moment, on leur dit, voilà, tu vas vendre ton entreprise et tu vas t'arrêter et il faut t'intéresser à autre chose. Alors s'ils n'ont pas nourri leur vie d'autres choses, s'ils n'ont pas d'autres champs d'intérêt dans la vie, après l'entreprise, ils sont tout simplement pas prêts à tourner la page. Je vous remercie. C'est riche ce matin.